Bienvenue dans Les Scarabées bourdonnent, le podcast des gens un peu bizarres, un peu cassés, ou de leur entourage, mais qui ne comptent pas en rester là. Bonjour Annelise. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Bon, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui chez Les Scarabées bourdonnent, puisque tu es un petit scarabée. Justement, avant de faire ta présentation, autant planter le décor et dire tout de suite qu'on travaille ensemble pour que tu atteignes un objectif particulier qui est de courir 5 km sans t'arrêter. C'est ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître simple, minime pour certains, et pourtant ça ne l'est pas. Et je vais te laisser nous expliquer pourquoi ça ne l'est pas et nous parler un peu de toi, de ton histoire et ce qui nous amène à discuter aujourd'hui de ta personnalité, de ce que tu as vécu. Oui, avec plaisir. Du coup, déjà, moi, c'est Annelise, j'ai 28 ans, et dans la vie, je suis chargée d'affaires et chargée de communication sur Saint-Malo. Et sinon, au niveau de mon historique, je dirais médical, grosso modo, je suis tombée malade d'une première leucémie myéloblastique aiguë. Donc c'est un cancer de la moelle osseuse, et la moelle osseuse, c'est ce qu'on a à l'intérieur des os, et c'est ce qui fabrique en fait toutes nos petites globules en fait dans le sang. C'était en 2011, et donc j'avais 14 ans. Et donc j'ai suivi des chimiothérapies, puis une greffe du coup de la moelle osseuse avec du coup ma petite sœur qui était compatible avec moi. Et sinon, 3 ans plus tard, en 2014, donc j'avais 17 ans, je suis à nouveau tombée malade, cette fois-ci d'une deuxième leucémie. Cette fois-ci, c'était la leucémie lymphoblastique aiguë, donc c'est un cancer du sang. Et pour cette deuxième leucémie, j'ai eu pas mal de complications, dont la plus grave pour laquelle du coup j'ai fait ce qu'on appelle une thrombophlébite et une hémorragie cérébrale, qui a eu pour conséquence d'avoir du coup une hémiplégie droite totale de la tête aux pieds. Et disons que après cet incident, on m'a dit, grosso modo, vous ne marcherez pas et vous ne pourrez plus vous servir de votre bras droit, de votre main droite. Et évidemment, du coup, je ne pouvais plus courir. Oui, donc les 5 km, t'en étais vraiment très très loin. On va peut-être faire un arrêt sur image, un arrêt dans le passé. 14 ans, chimiothérapie, ça a duré combien de temps et comment tu l'as vécu ? Alors la première leucémie, j'ai fait 6 mois ferme. J'appelle ça comme ça parce que je suis vraiment restée hospitalisée 6 mois dans une chambre en secteur hyper protégé, sans pouvoir sortir de ma chambre. J'avais mon lit d'hôpital et j'avais 1 mètre de chaque côté du lit, où j'avais pas le droit de dépasser cette ligne. Et il y avait vraiment une ligne au sol qui délimitait du coup l'espace, c'est ça. Et donc la première leucémie, donc 6 mois ferme, et la deuxième 1 an ferme. D'accord. Et donc moelle osseuse avec ta petite soeur, c'est ça. En fait, au niveau de la fratrie, ils font toujours un test au niveau des frères et sœurs pour savoir si on est compatible avec eux, pour qu'ils puissent être donneurs ou pas. Et donc moi, j'ai qu'une petite sœur, et donc elle a fait le test, et elle était compatible avec moi à plus de 80%. Donc de là, ils ont évidemment demandé l'autorisation à mes parents, et puis accessoirement à ma petite sœur aussi, qui à l'époque, pour la première greffe, avait 10 ans seulement, et du coup la deuxième, elle avait 13 ans. 10 ans, ça a dû lui faire un choc aussi. J'imagine que vous en avez reparlé. Oui, tout à fait. Pour elle, en fait, elle était fière de m'aider. Puis, elle m'a sauvé la vie, tout simplement, à 2 reprises. Donc, je lui dois la vie. Et je pense que c'était une belle preuve d'amour entre nous deux. Et ça renforce aussi les liens familiaux. J'imagine bien, oui. À la suite de cette première leucémie, est-ce que
bon, t'avait donné je sais pas, des espoirs, ça y est, vous êtes remise, ou tu savais que forcément il y aurait une rechute à un moment donné? Alors, on ne parle pas de rechute parce que quand on est greffé, on ne rechute pas. Enfin, les chances sont très très minimes. Par contre, on nous dit, vous pourrez être, comment dirais-je, enfin, il n'y aura pas de rechute, disons, dans les 10 ans à suivre. Et en gros, on a quand même ce delta de 10 ans. Il faut atteindre les 10 ans pour être en rémission totale. Et moi, la deuxième leucémie, c'était pas une rechute, c'était... j'ai fait grosso modo les deux seules et uniques leucémies qui existent chez l'enfant et l'adolescent. Et en fait, on ne sait pas trop encore aujourd'hui comment c'est possible, puisque j'étais le premier cas au niveau national, donc en France, au niveau européen, et vraisemblablement, il n'y avait pas non plus de cas similaires au mien au niveau mondial. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu d'autres cas similaires au mien, mais voilà. D'accord, donc un peu surprise totale pour tout le monde. C'est ça. Il y a des tableaux de chasse qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, on fait partie. C'est ça. Tu disais donc deuxième leucémie, tu as pris un enferme. Oui, un enferme. C'était très très long. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Qu'est-ce que tu as vécu là aussi? Alors grosso modo, j'ai fait mes chimios pendant 6 mois avec ma greffe. Et en fait, pendant les traitements en fait, de chimio, j'ai fait des complications sur quasiment tous les organes, notamment les organes vitaux, donc le cerveau, le cœur. J'ai fait aussi de graves complications au niveau de la vessie, au niveau des reins. En gros, la première leucémie était tellement rapprochée, il n'y a eu que 3 ans entre les deux, donc évidemment, ça a été assez difficile pour mon corps de supporter à nouveau les chimios, qui étaient du coup 2 fois plus fortes, en sachant que déjà la première leucémie, les chimios étaient déjà balèzes. Donc voilà. Donc là, le corps a dit... il a quand même tenu, donc ça va. Mais sur le moment, il s'est dit waouh, la dose est forte et donc il t'a un petit peu lâché puisque Oui. tu t'es retrouvé hémiplégique. Et tel que je te vois et que je te connais à l'heure actuelle, tu parlais tout à l'heure de vous ne remarchez pas, vous ne vous resservirez pas de votre bras droit, Oui. Ce qui est quand même dommage pour une droitière. Oui, aussi. Et au final, tu marches et tu te sers de ton bras droit. Alors, quel parcours tu as eu pendant après, on va dire, cette année ferme, on va le rappeler, que c'est un côté prison, mais effectivement, on se retrouve quand même un peu enfermé dans son corps et dans une salle. Et comment t'en es arrivé là, finalement, après ta deuxième leucémie? Eh bien, du coup, juste après l'hospitalisation d'1 an, j'ai intégré un centre de rééducation pendant 2 ans et demi, où j'ai pu faire du coup de la kiné, j'ai refait de l'ergothérapie, de la neuropsy, de l'orthophonie, et j'ai dû vraiment tout réapprendre de A à Z. Par exemple, en kiné, c'était tout simplement de remarcher entre 2 barres, de tenir en équilibre, d'avoir toute une coordination entre le haut et le bas du corps. En ergo, par exemple, thérapie, c'était de réapprendre à avoir des sensations dans toute ma partie droite, au niveau du haut et du bas du corps. C'était aussi... j'ai eu par exemple un exercice où on m'a bloqué tout le bras et la main gauche pour me forcer en fait à utiliser mon bras droit, puisque du coup avec l'hémiplégie je m'étais en fait relatéralisée totalement
à gauche. Donc j'ai réappris, j'ai dû apprendre à écrire par exemple de ma main gauche alors que j'étais droitière. Et voilà, j'utilisais que ma partie gauche. Donc là, il fallait se forcer à utiliser ma partie droite. D'accord. Est-ce que il y a eu des outils utilisés pour ça, ou c'était simplement des indications qu'on te donnait En fait, j'avais pas le choix. C'était ça ou rien. Enfin, les cours c'était eux qui choisissaient les cours, puis après moi je suivais le mouvement. Et en fait, j'avais tellement envie de récupérer mon autonomie que je m'y suis collée, quoi, à bras le corps. Ouais, est-ce que au final ça bouge pas? Tu te retrouves à essayer de commander un membre qui semble mort finalement, ou Ouais, c'est ça. quel était, je sais pas si on arrive à décrire ça, mais la sensation que tu avais. En fait, ma tête voulait, mais en fait, mon corps ne répondait pas. Donc c'était très bizarre et hyper frustrant, parce que j'étais très jeune, en fait, j'avais 17 ans, 18 ans. Donc déjà, fallait accepter d'être en situation de handicap et d'être totalement dépendante des autres. Et ouais, du coup, j'ai plus subi qu'autre chose, mais j'ai quand même fait. J'ai fait. Parce que ça paraît un peu magique comme ça, quand on se dit, tiens, du jour au lendemain, j'y arrive plus. Et est-ce que ça a été long de récupérer Est-ce que ça a été un travail de concentration intense, c'est-à-dire d'intention de redonner, alors pas de redonner vie, parce que ton membre était quand même, tes membres étaient vivants, le sang circulait et tout ça, il n'y avait pas de souci, mais c'était la connexion cerveau-muscle finalement, l'intention, ce qui nous paraît naturel quand on bouge notre main, quand on parle, quand on regarde quelqu'un. Toi, ça voulait plus. Donc il y a que ta volonté, ton esprit de parvenir à le faire qui a fait que ça a fonctionné. C'est ça. Donc ça a duré quand même 2 ans et demi. Enfin, j'ai fait tout un travail pendant toute cette période donc de 2 ans et demi où il a fallu que tous les jours je travaille dessus. Enfin, c'était du lundi au vendredi et de 9h à 16h, et j'avais plusieurs séances de kiné par jour. Et pareil pour les autres spécialités. Enfin, c'était un peu un camp militaire, quoi. Mais en même temps, il fallait que je réapprenne à être autonome. Et dans ma tête, il fallait que j'y arrive. Donc, je faisais tout pour et j'ai fait. Et j'ai réussi. Il n'y avait pas de manipulation particulière, il n'y avait pas de... Si, alors après, il y avait des manipulations, que ce soit en kiné, mais aussi en ergo. Après, j'ai eu aussi quand même en neuropsy, il fallait refaire en fait toute la connexion au niveau du cortex droit, de toute ma partie droite. Et donc voilà, puis après c'est pareil, j'ai eu de l'orthophonie puisqu'il fallait que... J'avais des troubles, par exemple, de mémoire. Et j'avais des troubles un peu de la parole aussi, je cherchais mes mots tout le temps. Donc il fallait que je réapprenne en fait tout ça. Et pareil, j'avais des douleurs aussi au niveau de la partie droite, donc c'était l'électrothérapie donc, qui m'envoyait en fait des courants électriques au niveau de mes membres sup et inf droits, et qui du coup les stimulaient. D'accord, et ça a permis là aussi de refaire le lien entre cerveau et, c'est ça. Et membres, quoi. Donc des choses toutes simples, j'imagine, attraper un verre, attraper une cuillère, attraper une fourchette, c'est ça. Lever ça à la bouche, parce que bon, la première fonction c'est de réussir à manger seul, j'imagine. Oui. Donc des exercices qui nous paraissent simples quand tout fonctionne bien, mais qui sont extrêmement difficiles quand ça veut plus, quoi. Ouais, c'est ça.
on en avait parlé un tout petit peu, mais dans l'hémiplégie, tu as eu différents étages et différentes étapes. L'œil, la bouche, le nez. Oui. Au niveau du visage, est-ce que tu as récupéré plus vite? Est-ce que ça a été aussi lent? Alors au niveau du visage, j'avais le visage droit du coup qui était tout affaissé. Et ça, par contre, ça n'a duré que quelques jours, enfin une petite semaine. Et j'ai récupéré cette fonctionnalité très vite, comparé du coup aux membres sup et inf droit. Bah là, par contre, ouais, ça a mis beaucoup de temps. Est-ce que tu as une idée de pourcentage de récupération là, par rapport à, sur cette période de 10 ans? Est-ce que tu sais à combien tu as récupéré de motricité, de sensations Alors, je pense que la motricité, je dirais mécanique, je pense que j'ai récupéré, 80%. Et après, il reste quand même toute la motricité fine. Donc, c'est toutes les sensations du toucher au niveau de la main et du pied. Là, par contre, j'ai pas récupéré totalement. Je pense que j'ai récupéré qu'à 50%. Ce qui, du coup, implique, par exemple, que j'ai dû repasser mon permis et passer un permis qu'on appelle adapté, puisque je pouvais plus conduire une boîte manuelle ni accélérer avec mon pied droit. Donc aujourd'hui, j'ai un permis avec une boîte automatique et une inversion de pédale de l'accélérateur, donc à gauche. Donc je fais tout avec mon pied gauche, puisque du coup la partie droite, je la sens pas assez pour pouvoir l'utiliser. D'accord. Est-ce que tu as toujours un suivi kiné, tu as toujours des exercices à faire? Est-ce qu'on t'a... J'imagine que quand tu sors de tout ça, de ta rééducation qui a duré un petit moment, on te donne des indications quand même de l'affaire à suivre pour pouvoir récupérer à 100%. Oui, du coup, après les 2 ans et demi de rééduc en centre, je suis passée à de la rééducation à domicile et en cabinet privé auprès d'une kiné qui m'a suivie pendant encore pas mal d'années après et que je vois toujours aujourd'hui, même 10-11 ans après, de manière ponctuelle, mais dès que j'ai des douleurs ou autres, je vais la revoir et c'est des exercices par exemple d'étirement ou de massage pour les douleurs. D'accord, mais t'as pas d'exercice particulier qui t'ont été donnés pour récupérer de la motricité fine? On t'a pas donné d'indication Non, après c'était la reprise du sport en fait, tout simplement, où il fallait que je restimule toute cette partie droite et tout ce qui est aussi coordination. Donc là c'était plus à moi de trouver des activités sportives soit adaptées, mais j'avoue qu'en fait j'avais pas forcément envie d'avoir des exercices adaptés auprès de centres adaptés, donc je suis allée dans des cours collectifs lambda et j'ai appris à me débrouiller toute seule en faisant les exos comme tout le monde, quoi. C'est marrant parce que on s'imagine tous que quand on se retrouve blessé ou quand on se retrouve avec une pathologie particulière, on va avoir envie qu'on nous prenne aux petits soins, et au final, de ce que je constate, la plupart des gens ont envie de faire comme tout le monde. Oui, c'est ça, c'est de retrouver une vie normale et d'être le plus normal, même si on est tous normaux en fait. On est tous différents aussi. Et c'est pas une tare non plus d'être en situation de handicap, loin de là. C'est juste que quand on a connu la normalité avant, on a envie de retrouver sa normalité d'avant, sa vie d'avant. Même si je la retrouverai jamais, je voulais retrouver un semblant de vie normale quand même. Ah, donc là, tout ce qui est activité du quotidien, tu gères, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Tu arrives à manger toute seule, tu arrives à te déplacer toute seule, tu arrives à faire ta toilette toute seule, ça c'est bon, c'est acquis. Maintenant c'est dans le sport. D'ailleurs, sur cette période de 3 ans, là, entre 14 et 17 ans, ou 14 ans et demi
et 17 ans, est-ce que tu avais repris du sport? Est-ce que tu t'étais lancé dans des choses quand même ou... Ouais, je faisais surtout de la muscu en salle. Et voilà où en fait je remusclais surtout toute ma partie droite. Et pour vraiment retrouver toute ma force physique. Et dans ta période adolescente? Après, ado, avant, Ouais. j'ai fait du basket, j'ai fait de l'escrime, je faisais aussi un peu de renfo, enfin un peu de muscu aussi. Parce que là, je disais entre 14 et 17 ans, donc la deuxième fois que tu es tombé malade, t'avais pas eu de problème Non, pas de problème moteur. autre, enfin Oui. moteur. Donc là, tu avais quand même pu voilà, Je faisais ce que je voulais. faire un après chimio et te faire plaisir et pratiquer le sport. Il y en a que tu avais pratiqué un peu, tu m'as dit escrime. Oui, escrime, basket, et c'était des sports que j'aimais bien, et notamment l'escrime, du coup, j'avais pu accéder au championnat de France. Et bon, j'ai pas fini sur le podium, mais au moins j'y ai participé. Bon, c'est déjà une victoire en soi. C'est ça. Participer au championnat de France, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc voilà, c'est pour reposer un peu le cadre du retrouver ta normalité, ce que tu as pu faire entre 14 et 17 ans. Donc qu'on comprenne bien que c'est d'autant plus difficile pour quelqu'un qui est sportif de se retrouver, là en l'occurrence paralysé, de se retrouver en situation où on nous dit terminé, tu reviendras pas au niveau, tu reviendras pas à ce que tu faisais avant, et tu peux faire une croix dessus, et il faut que tu fasses avec, et c'est comme ça quoi. Ouais, c'est ça, on m'avait dit tu reviendras pas tout court. On m'avait dit il faut que tu récupères dans l'année qui suit, sinon tu récupéreras jamais. Sauf que moi, l'année qui suit, en fait, j'étais hospitalisée. Donc moi, j'avais dans ma tête, je récupérais jamais, puisque ça y est, l'année s'est écoulée, et basta. Sauf que c'est aussi pour ça que j'ai travaillé comme une acharnée pour récupérer au maximum. C'est un peu dur à entendre ça quand même, de la part de médecins, de s'entendre dire t'as 1 an, sinon après c'est terminé quoi. C'était dur à entendre, surtout quand on a 17-18 ans et qu'on a la vie devant soi en fait. Donc j'ai pu leur démontrer, enfin aujourd'hui je peux leur démontrer qu'il n'y a pas de deadline. C'est à partir du moment où on s'implique, où on a envie d'y arriver et de s'en sortir, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de deadline. Est-ce que tu en as rencontré là dans ton parcours d'autres personnes malades qui elles n'ont pas pu récupérer, ou qui ont trop écouté ce qu'on leur a dit, qui sont oui, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses. J'ai pu rencontrer notamment... j'ai des gens que j'ai rencontrés qui aujourd'hui sont... avec qui je suis toujours en contact et qui restent des amis proches. J'ai notamment une personne à qui je pense, Adeline notamment, qui elle se retrouve aujourd'hui de plus en plus en situation de handicap, puisque son cancer du coup du cerveau lui évolue, et elle n'est malheureusement pas en rémission. Mais à côté de ça, j'avais aussi rencontré, c'était une fille qui s'appelait Lisa Marie, qui avait eu un cancer au niveau du genou, et qui du coup s'était retrouvée aussi en fauteuil, et aujourd'hui elle gambade à fond, et elle fait tellement plein de choses avec ses 2 jambes, et c'est pareil, elle a montré aussi l'importance qu'avec beaucoup de volonté on peut y arriver.
Conclusion, faut écouter qu'à moitié ce que disent les médecins, voire 10-20%, pas plus. Non, je pense qu'il faut quand même les écouter, évidemment. Ils sont médecins, mais il faut croire en soi, en fait. Faut garder sa détermination et croire en soi. Et enfin, on peut quand même récupérer, même 10 ans après. Enfin, moi, je vois aujourd'hui, en cours avec toi, je continue de gagner en motricité et je continuerai encore, j'imagine, dans le temps, encore et encore. Oui, parce que tu es encore jeune quand même. Hein. Oui. Voilà. Il y a encore un petit peu de temps pour récupérer, refaire des circuits et remuscler, heureusement, puisque le plus dur a été fait de ton côté. C'est ça. Donc, là, c'est peaufiner un peu pour rééquilibrer les forces gauche-droite, enfin droite-gauche en l'occurrence, mais moi je suis tout à fait optimiste là-dessus. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui quelles difficultés tu as encore, mis à part la motricité fine? Est-ce qu'au niveau cardiovasculaire, est-ce qu'au niveau coordination quand même si c'est pas du fin, est-ce que tu as encore des difficultés? Ah bah, plus maladroite que moi, je pense que ça n'existe pas. Avant, j'étais hyper habile. Aujourd'hui, je suis une catastrophe ambulante. Je me prends les pieds partout. C'est pareil, le bras aussi droit. Mais en fait, c'est juste que tout simplement, je sens beaucoup moins. Et puis, c'est comme si j'avais occulté aussi toute ma partie droite du corps. Donc, dans l'espace, en fait, j'ai du mal en fait, à la situer comme si je l'oubliais. Donc, ouais, je suis très très malhabile. Mais bon, je suis comme ça maintenant et voilà, c'est tout. Ouais, tout est dans le mot, hein. Mal à droite. Donc c'est la droite qui pose problème. Tu es obligé de te rééquilibrer à gauche. Bon, moi je l'ai constaté évidemment dans les cours et puis dans l'accompagnement que je peux te faire. Ce problème de conscientisation de ta partie droite qui t'a valu des déboires il y a 15 jours, c'est ça? C'est ça. Tu veux en parler ou pas? Si tu veux. Même si bon, c'est le côté. Non, mais c'est pas ridicule. Je trouve ça intéressant, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que de se retrouver avec un côté un peu oublié, même si tu arrives à t'en servir. La mauvaise expérience du step. C'est ça. J'étais du coup en cours de step il y a 15 jours. Et disons que moi, en tête, je fais comme tout le monde, je fais les exos comme tout le monde, aussi vite que tout le monde, parce que j'ai envie de faire comme tout le monde. Et il y a un exo où je me suis coincé le pied droit entre le sol et le step. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une double entorse du pied droit. Et voilà. Donc arrêt du sport pendant 1 mois et demi facile. Donc voilà, c'est la finalité de l'espoir, faut peut-être adapter un peu quand même. Ah, je te rassure, ça arrive à des gens très bien aussi, hein, de se prendre les pieds dans le step. Oui, même au meilleur, oui. Et de se retrouver avec une entorse. Ça, c'est pas le propre d'anciens hémiplégiques. Et il y a d'autres personnes maladroites sur Terre, t'inquiète pas. Enfin, t'inquiète pas, je sais pas si ça te rassure vraiment, mais... non, mais c'est pas bien grave. C'est quand on parle de normalité, il faut aussi relativiser quand même. Donc, perte de sensation, tu disais 50% à peu près. Est-ce qu'il y a des sports que tu peux pas faire ou des activités que tu peux pas faire et que pourtant tu aimerais reprendre ou prendre tout court, apprendre tout court d'ailleurs? Oui, par exemple, avant, ça faisait 7 ans que je jouais du piano. Et le piano, c'était vraiment une activité, c'était mon exutoire. Dès que j'avais un peu de stress ou quoi que ce soit, je me mettais derrière mon piano et c'est bon, en 2 secondes, j'étais plus stressée, j'étais apaisée. Et c'était vraiment mon moment plaisir, en fait.
Et du coup, depuis l'hémiplégie, j'ai jamais rejoué au piano. J'ai testé, mais j'y arrive plus en fait de ma main droite. Donc c'est vrai que le prochain objectif, c'est rejouer du piano. Et là, quelle solution Eh ben, il va falloir que je me force à réutiliser à fond mes doigts. Et je vais m'y coller sévère, et puis voilà. Il n'y a pas d'autre choix que de travailler dessus, quoi. C'est ça. Comme sur ta rééducation. Après, il y a des exercices de musculation des muscles des doigts que tu pourras faire aussi. Ça, on peut éventuellement, enfin, on peut l'envisager. En plus de ton accompagnement pour les 5 km, d'autant que là c'est repoussé, donc, et comme moi-même je suis blessé, c'est pas de chance. Enfin, on est plutôt raccord. Je crois qu'on devrait pouvoir recommencer. Enfin, toi, tu devrais pouvoir recommencer à courir en même temps que moi. Donc, on fera l'équipe de Clampin. Un bras, une jambe. 2 bras cassés, quoi. Bah, ouais. On fera avec. Donc, le piano. Et puis ces fameux 5 km. Alors, pourquoi 5 km et pourquoi pas plus, pourquoi pas moins ? Parce que déjà, il faut être un minimum raisonnable aussi. Et pour moi, c'était un objectif qui me paraissait... ça me paraissait déjà énorme. Et il fallait être aussi raisonnable. Donc... 5 km, et puis c'était aussi un défi qu'on s'est donné en famille, puisqu'on a décidé de s'inscrire au marathon du Cognac en novembre prochain. Donc on est une vingtaine de personnes à y participer au niveau de ma famille. Et au niveau des distances, donc il y avait 5 km, 10, 25 et puis le marathon, donc 42. Donc voilà, moi j'ai pas voulu voir trop grand, donc 5 km c'était déjà bien, puisque je savais plus courir du tout. Donc voilà, j'ai préféré voir petit quand même dans un premier temps. Ouais, ça me paraît une bonne étape déjà. Voilà. 5 km c'est pas rien, quand on court plus ou quand on court pas, c'est déjà un bon objectif. Et surtout par rapport à ton histoire où on t'a dit que c'était terminé la course. C'est ça. Il y a d'autres choses éventuellement dont on pourrait parler sur la période où tu as été hospitalisé, sur l'accompagnement, parce qu'on a parlé des médecins, mais tu m'avais parlé d'une association aussi qui avait été présente. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Oui, c'est l'association Mille et un sourires qui du coup est très présente sur plusieurs hôpitaux au niveau de la région bretonne, et qui est notamment très présente au niveau de l'hôpital sud du coup de Rennes, là où j'ai été hospitalisée, et qui en fait accompagnait donc les enfants malades et aussi en situation de handicap, ainsi que leurs familles. Et donc moi, ils m'ont énormément épaulée aussi. Et du coup, aujourd'hui, je les aide à mon tour comme je peux. Et je leur donne aussi de la force comme je peux aussi. Quel type d'action ils mènent au sein de l'hôpital ou auprès des familles ? Par exemple, ça va être des aides financières pour récolter des fonds, par exemple... pour des fauteuils pour les enfants qui se retrouvent en situation de handicap. Ça peut être aussi faire des activités en extérieur. Par exemple, moi j'avais eu la chance de faire un tour dans des voitures sportives au circuit de l'Oyac grâce à eux. C'était une activité un peu folle, mais que j'avais jamais pensé faire une seule fois dans ma vie. Et enfin voilà, c'était aussi de vivre des choses un peu incroyables, et voilà. Et ils font aussi, avec le Stade Rennais de Rennes,
Il y a plusieurs joueurs aussi qui viennent régulièrement voir les enfants malades dans leur chambre. Donc c'est assez incroyable aussi. Enfin, ça donne des étoiles un peu dans les yeux. Et voilà, enfin, c'est des petites actions qui font du bien et qui rythment aussi les journées en fait à l'hôpital aussi. Oui, histoire de sortir un peu de la prison, on va dire. Penser à autre chose que sa maladie et à tout ce que ça représente. C'est ça. T'avais pas eu l'occasion de faire autre chose avec eux aussi, il me semblait. Ah oui, si, oui, quand même une expérience assez folle. Après, du coup, mes hospices, ils ont accompagné, enfin, ils ont financé un petit peu le parcours de 2 participantes au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Et ils ont décidé, avec ces 2 participantes, de choisir 3 ambassadeurs pour représenter l'association Mille et un sourires. Et on a pu donc accompagner donc Sandra et Lorraine, les 2 participantes, dans l'organisation en fait de leur participation. Donc toute l'organisation en amont avec les recherches des fonds, des sponsors, les matériels, enfin tout ça. Et on a eu la chance de participer au départ à Nice et à l'arrivée sur la plage d'Essaouira au Maroc. Et du coup, c'était juste incroyable. Ce qui, moi, me donne très très envie d'un jour y participer aussi à mon tour. Et c'est possible ? De toute façon, je le ferai, c'est tout. J'aime ça, j'aime cette détermination. Bon, on a parlé un peu sport, on a parlé de l'association. On peut peut-être quand même revenir sur ces histoires de moelle osseuse, de cancer du sang, même s'il y a une information qui est faite quand même à grande échelle par l'EFS. Avec tes mots, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent, ou qu'est-ce que tu dis aux personnes que tu rencontres Alors, j'essaie, moi, à mon échelle, de sensibiliser au don du sang, au don de plaquettes, au don de moelle osseuse, puisque moi, à l'hôpital, un exemple tout bête, mais post-chimio, enfin, j'avais parfois besoin de me faire transfuser en globules rouges tous les jours, pendant plusieurs jours, parce que mon état de santé se dégradait énormément. Donc c'est vrai que sans ces dons du sang, j'aurais pu peut-être y rester, enfin voilà. Donc il faut, quand on est en bonne santé et quand on en a la possibilité évidemment, et la volonté aussi, parce que ça peut être quelque chose qui peut faire peur aussi, mais se renseigner auprès des EFS proches de chez soi, et pourquoi pas faire des dons de sang, de plaquettes, de moelle osseuse. Ça peut paraître rien, mais ça sauve des vies au quotidien. Pour la moelle osseuse, faut s'inscrire, non, c'est ça ? Oui, il y a une liste du coup de dons. Il faut d'abord passer plusieurs examens médicaux pour voir si on est en capacité de faire don de sa moelle osseuse. Et puis, si on est accepté, on fait partie du coup de la liste au niveau national, européen et mondial. Et après, on peut être appelé à tout moment pour faire don de sa moelle osseuse. Grosso modo, ils prennent, je crois, c'est 2 fois 500 millilitres, donc c'est 2 fois des poches de 500 millilitres. Ils ponctionnent dans les os des hanches, donc c'est sous anesthésie générale, et on passe simplement une nuit à l'hôpital, et puis après on ressort et on reprend sa vie tout à fait normalement. Et après, il faut récupérer généralement pendant 1 mois avant le temps que la moelle osseuse en fait se régénère. On ne fait pas un marathon dès le lendemain, quoi, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. Faut être prêt quand même. Faut être prêt à mettre sa vie
pas entre parenthèses, mais en tout cas quand on est sportif, à mettre peut-être sa vie sportive, revoir à la baisse les objectifs. Oui, tout à fait. Le temps de bien récupérer, mais c'est d'une importance tellement énorme que... Voilà, toi, c'est vrai que si tu n'avais pas eu ces 2 dons... Oui. En fait, après ma deuxième leucémie, on a cherché en fait un donneur avant de reprendre ma sœur comme donneuse. On a cherché un donneur au niveau mondial et malheureusement, on n'en a pas... Enfin, les médecins n'en ont pas trouvé. Donc, ils ont pris le risque de me regreffer avec ma sœur. Après, vu que c'était la donneuse de ma première greffe, j'étais automatiquement compatible avec elle puisque j'avais sa moelle osseuse en moi, entre guillemets. Et bon, la greffe s'est très bien passée et aujourd'hui, je suis à 11 ans post-greffe et je suis en rémission, donc ça va. Les prochains objectifs alors, comment tu vois la suite? Courir plus que 5 km déjà et peut-être 10, 15, 20, peut-être un semi-marathon dans quelques années. Enfin voilà, je me laisse un peu porter en fait par la vie, par les opportunités de la vie et voilà, enfin puis après c'est déjà de réapprendre à jouer du piano et puis voyager, acheter ma maison, me marier. Il peut-être. est au courant. Oui, il est au courant que j'ai très envie de me marier. Mais lui, il est un peu moins chaud, mais bon, je ne désespère pas. Bon, si tu as réussi à remettre de tout ça, tu devrais pouvoir réussir à le motiver. Sinon, je vais l'emmener au pied de l'hôtel par surprise. Ah bah ouais. Tiens, viens, on va faire les papiers. Ah, surprise. Tout le monde attend dans la salle. Ah là là. Non, en tout cas, c'est des super projets. Et puis moi, je suis content de t'accompagner pour les 5 km déjà. Ce sera déjà bien. Pour le reste, je suis pas sûr de pouvoir. Le piano, j'ai bien fait un peu de synthétiseur quand j'étais plus jeune, mais bon, mes connaissances, tu vois, j'ai oublié. Pour ça, je pourrais pas trop t'aider. Mais est-ce que quand on a commencé ensemble, alors mis à part les cours collectifs, puisque c'est là où on a fait connaissance en cours collectif et que tu m'as exposé ton envie de courir à nouveau. Au niveau, on a parlé tout à l'heure du cardio. C'est vrai que quand on a commencé ensemble, tu m'as dit une chose, c'est j'ai le cœur d'une vieille. Oui, j'ai le cœur qui battait vite et j'étais essoufflée, mais pour pas grand chose aussi. Et ouais, je t'avoue que j'en ai un peu chié au début, quoi. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Et pourtant, on a commencé ensemble, je sais même plus quand d'ailleurs. L'année sportive associative était déjà bien entamée. Ouais, tu viens tous les mardis faire ton cours de step. Bon, là, pas de chance. Mais ça arrive vite, hein, les accidents comme ça, malheureusement. Le cours de renfo du jeudi. Donc, t'étais déjà un peu plus entraîné. Plus entraîné, mais c'est vrai que souvent au cours cardio, donc avec le step, t'étais obligé d'aller t'asseoir, de revenir, de t'arrêter, de reprendre, et au fur et à mesure, sur les... je sais pas moi, tu faisais peut-être 6 coupures dans le cours d'une heure. Si t'es à 2 maintenant, peut-être. Même pas. Tu t'arrêtes quand je dis d'arrêter, quoi. Oui, c'est ça, je en même temps plus. que tout le monde. Mais c'est vrai que ça, c'était assez... j'ai eu des petites frayeurs 2-3 fois où je t'ai vu changer de couleur, ça m'a pas rassuré. Je me suis dit, elle va faire un malaise.
Toi, tu as senti une nette progression aussi. Ah ouais, de fou. Déjà, j'étais beaucoup plus habile, beaucoup plus sûre de moi et au niveau de mes jambes. Enfin, je faisais les choses de manière plus... Enfin, j'étais beaucoup plus sereine dans mes mouvements et enfin, aujourd'hui, je fais quasiment comme tout le monde, voire comme tout le monde. Donc, je suis contente à ce niveau-là. Oui, t'es pas la seule personne que je vais corriger en cours parce que l'exercice n'est pas forcément fait comme il faut. Donc c'est bien, c'est que tu es dans la normalité du cours. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu attends? Alors, je m'attends pas à ce qu'on parle forcément de mes cours, hein, c'est ça que je veux dire, mais toi, qu'est-ce que tu attends d'un cours collectif ou d'un coaching? Qu'est-ce qui te paraît important pour toi? C'est d'avoir déjà une personne en face de soi qui est, comment dire, attentive, qui prenne les choses en compte, enfin, qui prenne mes capacités actuelles en compte et qui adapte les choses. Et enfin voilà, il fallait que tu sois comme ça et j'ai eu de la chance. Tu les fois 1000, donc tu coches toutes les cases, quoi. Oh, merci. C'est gentil. Et puis aussi, enfin, tu me cajoles pas non plus, disons. Tu me pousses aussi dans mes retranchements quand il faut, mais en étant quand même réaliste aussi. Enfin, tu m'arrêtes dès que tu vois que je change de couleur, par exemple. Oui. ou qu'il il se passe quelque chose dans l'œil. Et ça, c'est vrai qu'il faut observer. Ce que je voulais, enfin, c'était pas forcément d'entendre parler de moi en fait, mais c'est quel conseil tu donnerais justement à une personne qui est comme toi, qui a besoin de retrouver des capacités, alors que ce soit suite à un handicap ou pas d'ailleurs, hein. Est-ce que tu conseillerais de se faire coacher? Est-ce que tu conseillerais, alors là pour le coup, pour des personnes qui sont en situation de handicap, d'aller vers des cours collectifs au même titre que des valides, même si les valides ne se considèrent pas tous comme valides d'ailleurs. Ça c'est un autre débat. Voilà, quel conseil tu donnerais en fait à des personnes qui osent peut-être pas? En fait, faut essayer parce que quand on sait pas, on sait pas et il faut tester et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, après peut-être intégrer des cours adaptés dans un premier temps pour après réintégrer des cours avec des valides à 100% entre guillemets. Mais c'est déjà d'essayer parce que quand on n'essaye pas, on sait pas. Donc faut franchir le pas et le cap. Après, il faut beaucoup de volonté aussi, mais faut croire en soi surtout. Bon, en tant qu'éducateur sportif, évidemment, je ne peux que conseiller, comme toi, aux personnes d'aller dans des cours et de demander, d'exposer éventuellement son problème s'il n'est pas visible comme ça tout de suite. C'est vrai que même si j'avais constaté que tu avais dans ta démarche un déséquilibre gauche-droite, j'étais loin d'imaginer ce que tu avais vécu en fait. Et donc c'est bien de le faire et puis de voir si ça match avec l'éducateur ou l'éducatrice qui se trouve en face de soi, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit avec des béquilles à un moment donné, il y a toujours quelque chose à faire. Et une personne qui a son métier dans les tripes, de toute façon, elle s'adaptera et elle trouvera des solutions obligatoirement. Sinon, il faut changer de métier quelque part. C'est ça. Non mais, enfin, je dis ça c'est un peu facile de dire ça quand même, parce que je me suis pas non plus retrouvé confronté à énormément de situations compliquées, mais si t'as pas envie d'aider les gens, c'est vrai que c'est plus difficile de faire ce métier.
Oui, Voilà, mais après... parce on reste dans de l'accompagnement, on n'est pas médecin, on n'est pas... voilà. Mais on est là pour que les gens puissent trouver ou retrouver des capacités, en tout cas, et c'est hyper important de savoir s'adapter. Mais c'est aussi hyper important pour les personnes qui veulent progresser de ne pas avoir honte et d'expliquer les choses et d'en parler et d'accepter de s'arrêter aussi quand on dit hop, tu fais pas cet exercice là parce qu'il n'est pas adapté à toi. Ça fait partie du jeu, quoi. Oui. Donc c'est vrai que je te pousse, hein, tu dis je te cajole pas, bah non, je te cajolerai pas, ça c'est certain que je vais pas te faire rester dans ta zone de confort puisque c'est pas le but du jeu. Non, c'est pas l'objectif et moi ça me va très bien. Hein. Mais parfois, c'est moi qui suis obligé de te freiner. Et ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aussi. C'est bien de vouloir foncer, de vouloir retrouver des capacités, de vouloir travailler comme une acharnée, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais il faut aussi être conscient qu'il y a des étapes et que partir en sprint au moment où il faut y aller tranquille, c'est l'échauffement, c'est pas forcément une bonne idée. C'est ça. Donc c'est toute la difficulté du tempérament, des envies, voilà. Est-ce que, moi j'ai envie de te poser la question, c'est est-ce que tu te serais à nouveau lancé sur cet objectif parce que tu t'avais déjà tenté en octobre ou novembre dernier, hein, c'était ça? Oui, j'avais réessayé il y a 1 an de recourir, mais c'était toute seule ou avec mon conjoint, mais on n'est pas prof de sport. Enfin, j'avais pas les notions, puis j'ai essayé en fait d'emblée comme ça de recourir. Comme n'importe qui, et en fait j'en bavais plus qu'autre chose et j'avais qu'une seule envie, c'était d'abandonner en fait. Donc j'ai d'ailleurs abandonné et après je me suis dit mais va toquer à la porte d'un professionnel, enfin va avec quelqu'un qui a les compétences pour et t'y arriveras peut-être. Voilà, ça, c'est toujours les mystères. Mais oui, je pense que quand tu as... je pense comme toi, c'est-à-dire que quand tu as une envie, Internet ne peut pas tout faire. Non. Une intelligence artificielle ne pourra pas tout faire, même si c'est très en vogue et qu'on y arrivera de plus en plus, mais il n'y a pas l'accompagnement humain, il n'y a pas... il n'y a pas le professionnalisme, il n'y a pas tout ça avec une appli, une vidéo YouTube, et puis même si ça peut donner la base de départ, la motivation, mais pour le reste, il faut se faire accompagner. Enfin, moi je me verrais mal apprendre à jouer du piano en regardant simplement des vidéos, même s'il y a des prodiges qui arrivent, hein, des personnes qui, voilà, ils ont un clavier, hop, tu sais pas d'où ça sort. Ils deviennent professionnels, pas du jour au lendemain, mais presque. Mais à un moment donné, il faut... il faut avoir les connaissances, quoi. C'est pas simple de se motiver tout seul et de savoir comment progresser. Est-ce que est-ce qu'il y avait une chose que tu voulais tu voudrais ajouter par rapport à ton parcours, par rapport à ceux qui ont pu qui écoutent l'émission? Je pense qu'il faut croire en soi et quand on a des envies, des rêves, des objectifs, faut essayer, faut avoir confiance en soi et essayer, parce que sans essayer on ne sait pas en fait si on y arrivera ou pas. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. C'est la philosophie de vie que tu as ressorti de tout ça. Oui. Que il faut avoir de la volonté, il faut pas avoir peur finalement de... on est déjà, je dirais, fort physiquement et mentalement dans les épreuves qu'on a déjà pu traverser. Donc
on a, je pense, la gagne encore plus. Et bah voilà, faut y aller, quoi. Moi, je sais ce que je vais retenir, en tout cas. parce que c'est vrai que, bon, comme je disais tout à l'heure, je ne connaissais pas ton vécu avant de te coacher et avant qu'on ait l'occasion de discuter et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me paraît extraordinaire, quoi. Tu ressors, t'as lutté, tu t'en es sorti, t'as travaillé, t'es passé par 2 phases où je sais pas moi comment j'aurais vécu ça. En plus, à l'époque, 14 ans, j'étais loin d'être quelqu'un de bon, ça aurait été compliqué, je pense, mentalement, psychologiquement. Donc c'est quand même un parcours, moi, qui me paraît incroyable de force, de résilience, d'abnégation, de patience, parce que mine de rien, 2 enfermements, hein, deux périodes fermes, comme tu disais, et puis une rééducation qui a duré un moment, et puis la frustration de ne pas bouger. Je te disais en off tout à l'heure, suite à l'opération de mon épaule, enfin pas à la suite d'ailleurs, avant de me faire opérer, quand je me fais endormir le bras, j'ai pensé à toi, et puis j'ai essayé de le bouger et j'y arrivais pas. Je me suis dit, mais quelle frustration, quelle difficulté ça peut représenter, en sachant que moi je savais que j'allais le retrouver, mon bras, une fois que l'anesthésie serait finie. Mais je me suis mis à ta place un instant, je me suis dit, waouh, c'est quand même un sacré combat, quoi. Donc je pense que pour nous, dans la vie de tous les jours, qui n'avons pas de problème physique particulier, il faut qu'on arrive à avoir cette force aussi, des personnes qui passent par des situations compliquées, que ce soit la maladie ou malheureusement d'autres contextes en ce moment dans d'autres pays, mais de se dire, c'est pas parce que je me suis fait mal à l'ongle ou que j'ai une petite coupure ou que tiens, j'ai bobo ci ou bobo là, que c'est la fin du monde et que je peux plus rien faire et que voilà, j'ai le moral dans les chaussettes. Alors qu'il y a des personnes qui, comme toi, ont traversé l'enfer. Non, j'en plaisante parce que ça me prend quand même, ça me prend au trip, mais c'est ça pour moi, c'est quand même une sacrée lutte et un sacré exemple. Donc, après, faut dire qu'il y a toujours pire que soi en soi, malheureusement, mais je dirais que dans ce genre d'épreuve, tu as ta vie d'avant, tu as ta vie pendant ta maladie ou ton handicap, mais il faut surtout se dire que il y aura un après. Et il faut se raccrocher en fait à cet après. Et moi, je sais que pendant mes traitements et mes hospitalisations, je m'accrochais à que ça. C'était t'auras un après, tu retrouveras en fait une vie entre guillemets la plus normale qui soit, mais pense à cet après, raccroche-toi à ça. Ouais, j'imagine qu'on a vite fait d'abandonner, Ah oui, clairement, enfin, moi je le dis, hein, j'ai plus ou moins abandonné plusieurs fois pendant mes traitements, surtout lors de la 2e leucémie. Enfin, 1 an, c'était tellement long, enfin, d'être enfermé, d'être malade tout le temps, d'avoir constamment des effets secondaires vraiment compliqués, et d'avoir des journées où clairement tu sais même pas si tu te réveilleras le lendemain matin. Enfin, c'est compliqué, mais faut s'accrocher à l'espoir qu'un jour tu sortiras de tout ça, quoi. Bon, donc nous c'est 5 km. Ouais. L'espoir le plus proche, une fois que ton problème de double entorse sera résolu. C'est ça. Les blessures
bête, j'ai envie de dire, mais voilà, il n'y a pas de blessure intelligente. Hein. Mais c'est les risques du métier quand on est sportif. Ouais, c'est ça. Donc, faut faire avec. Et puis, j'espère que voilà, on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission sur à quelle vitesse tu as couru tes 5 km et quels sont les objectifs à suivre. Voilà, t'en as donné quelques-uns, du 10, du semi, du marathon. C'est ça. On verra. Oui. Jusqu'où t'iras. Voilà, donc j'espère que tu reviendras nous dire tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup Annelise. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Oui, carrément.